Que se passe-t-il lorsqu'un pays tente de construire une machine de guerre si massive, si puissante, qu'elle pourrait à elle seule dominer un champ de bataille entier, mais qu'il finit par créer un engin si absurde qu'il en devient presque embarrassant pour ses propres ingénieurs? L'histoire du T-Cent est tout sauf ordinaire. C'est une plongée dans l'excès soviétique entre ambition technique démesurée et réalité mécanique impitoyable. Dans cette vidéo, il ne s'agit pas simplement d'un char avec 2 tourelles, 8 membres d'équipage et un moteur d'avion qui consommait de l'essence comme un bombardier en détresse. Il s'agit d'un prototype envoyé au front au cœur de l'hiver, d'essais tenus secrets, de pannes grotesques au moment le plus critique, et même d'un morceau de blindage tellement mal usiné qu'il a été analysé par des services étrangers comme une faiblesse stratégique. Une erreur qui a déclenché une réaction internationale totalement inattendue. Pourquoi cette forteresse roulante, presque invincible sur le papier, n'a-t-elle jamais été produite en série? Comment a-t-elle pu disparaître discrètement dans l'ombre d'un autre projet? Et quel rôle étrange une simple trappe de tourelle a-t-elle joué dans une affaire de désinformation militaire? Reste jusqu'à la fin, car c'est là que tout prend sens. Ce n'est pas au début, mais bien dans les dernières minutes que le T-Cent révèle sa vraie nature, un monument de génie ou de folie. À la fin des années 30, le monde était plongé dans une profonde transformation, pas seulement sur le plan politique, mais aussi technologique. L'évolution des chars s'accélérait à un rythme jamais vu, de nouveaux concepts, de nouvelles armes, et surtout des leçons venues des conflits réels, notamment de la guerre civile espagnole, montraient que les vieux modèles de blindés lourds étaient déjà dépassés. C'est dans ce contexte qu'est né en Union soviétique un projet d'un autre monde, le T-Cent, une forteresse roulante à 2 tourelles, avec des dimensions monstrueuses, un moteur d'avion et assez d'acier pour faire frémir n'importe quelle ligne de défense. L'armée rouge voulait un char capable de briser des fortifications modernes, un véhicule de percée qui pourrait forcer n'importe quelle position. Le modèle précédent, le T-35, doté de 5 tourelles, s'était montré peu fiable, difficile à entretenir et surtout trop vulnérable. Avec une masse de plus de 55 tonnes et un blindage de seulement 30 mm, il offrait une cible idéale pour les armes anti-chars. Son système de transmission tombait régulièrement en panne, et aucune modernisation ne semblait possible. Il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus massif, de plus extrême. Au printemps de l'année 1938, 2 équipes furent chargées de concevoir des remplaçants. L'une à l'usine Kirov, responsable du projet SMK, l'autre à l'usine numéro 185 de Leningrad, dirigée par l'ingénieur Édouard Chaya-Palais. C'est là que naquit le T-Cent, une machine expérimentale à la fois ambitieuse et déraisonnable. Initialement, 3 tourelles étaient prévues, mais le poids estimé, supérieur à 57 tonnes, obligea à revoir les plans. Le projet final comprenait 2 tourelles, l'une principale à l'arrière surélevé, l'autre plus petite à l'avant. La tourelle principale, montée sur un socle, pouvait tourner sur 360 degrés et porter un canon L11 de 76 mm. La tourelle avant, excentrée vers la gauche, était armée d'un canon de 45 mm, avec une rotation limitée à 256 degrés. Ce système à double tourelle augmentait la puissance de feu, mais aussi la complexité mécanique. Le canon principal pouvait s'élever de 5 degrés en négatif à 26 degrés en positif, assisté par des mécanismes électromécaniques et manuels. Le déclenchement du feu s'effectuait à l'aide d'un bouton électrique intégré dans la poignée de visée. Les munitions étaient stockées en compartiments métalliques de 3 obus. Le total embarqué était de 120 projectiles pour le canon principal, 393 pour le secondaire et plus de 4000 cartouches pour les mitrailleuses. Une mitrailleuse d'été était installée sur le toit, montée sur une coupole rotative indépendante avec une élévation allant jusqu'à 77 degrés. Le blindage était impressionnant pour l'époque, 60 mm à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Le toit de la tourelle principale faisait 30 mm d'épaisseur, celui de la secondaire 20. Le plancher, lui, variait de 20 à 30 mm. Les plaques de blindage étaient fixées par un mélange de soudure, de boulons et de rivets. En dessous, une trappe permettait l'évacuation d'urgence, indispensable vu la hauteur totale du véhicule, proche de 3 mètres. Le poste de conduite était placé à l'avant, avec le conducteur au centre et l'opérateur radio à sa droite. L'équipage complet comptait 8 personnes, réparties dans un espace étroit rempli de câblages, de munitions et de dispositifs de visée. Le système de communication interne disposait de 6 canaux, une radio modèle 71 TAC
permettait les transmissions avec l'extérieur, alimentées par un réseau électrique en 12 et 24 volts. Le moteur, un GAM 34 BT de 12 cylindres en V, était issu de l'aviation. Avec une cylindrée de plus de 45 litres, il développait environ 825 chevaux. Le démarrage se faisait par air comprimé ou avec un moteur auxiliaire de 15 chevaux. Le carburant, de l'essence aviation, était stocké dans 4 réservoirs en aluminium, d'un total de 1160 litres. L'autonomie atteignait 160 km sur route, 120 en terrain difficile. Le système de suspension utilisait 8 doubles galets par côté, chacun monté sur des ressorts à lame et des bras oscillants. Les chenilles étaient peintes constituées de maillons métalliques ouverts et pouvaient être tendues manuellement depuis l'intérieur. Le train de roulement permettait de franchir des fossés de 4 mètres, des pentes de 42 degrés et des obstacles verticaux de 1,30 m. Tout dans cette machine dépassait les normes: taille, poids, équipage, puissance. Le T-100 n'était pas un simple char, c'était une déclaration d'intention, un manifeste de l'ingénierie soviétique, une réponse mécanique à un monde qui changeait trop vite. Mais aucun dessin technique, aucun essai statique ne pouvait prédire ce qui allait se passer lorsqu'on le confronterait à la réalité glacée de la guerre d'hiver. Et ce qui allait arriver allait dépasser toutes les attentes. Le T-100 n'était pas une simple évolution technologique. C'était une rupture totale avec tout ce qui avait été conçu jusque-là dans l'ingénierie soviétique des blindés. Dès qu'on posait les yeux sur lui, on comprenait que l'on n'avait pas affaire à un char classique, mais à une forteresse roulante. Un bunker mobile sur chenilles, conçu selon une logique qui semblait avoir ignoré toute forme de simplicité fonctionnelle. 2 tourelles massives, alignées selon l'axe longitudinal, donnaient au véhicule un profil unique. La tourelle avant, plus petite et légèrement décalée vers la gauche, était armée d'un canon de 45 mm. Son secteur de tir horizontal était limité à 256 degrés. La tourelle principale, plus haute et située à l'arrière sur un socle surélevé, pouvait pivoter sur 360 degrés et portait un canon L11 de 76,2 mm. Ce canon était capable de percer 60 mm de blindage à une distance de 1500 mètres, avec des obus à haute pénétration. L'élévation allait de moins 5,5 degrés à plus 26 degrés, gérée par des mécanismes mixtes, électromécaniques et manuels. Le déclenchement du tir s'effectuait via un contact électrique intégré dans la poignée de visée, un détail à la fois moderne et fragile. Les munitions étaient stockées dans des cartouches métalliques de 3 obus, difficiles à manipuler dans l'espace étroit de l'habitacle. Au total, le char embarquait 120 obus pour la pièce principale et 393 pour le canon secondaire. En plus, il y avait plus de 4000 cartouches réparties dans 66 chargeurs tambours pour les mitrailleuses d'été. L'une d'elles, montée sur la coupole du commandant, possédait un champ d'élévation allant de moins 12 à plus 77 degrés. Elle pouvait être utilisée pour le tir anti-aérien, avec un système de visée intégré dans le mécanisme de rotation. Ce niveau de sophistication, impressionnant en théorie, nécessitait en pratique un entraînement pointu et une coordination impeccable. L'équipage, composé de 8 hommes, était réparti sur 4 sections. À l'avant, le conducteur était installé au centre, flanqué à droite par le radio-opérateur, qui gérait également les signaux. Derrière eux se trouvaient les 2 équipes de tir, chacune assignée à une tourelle, complétée par un technicien. L'intérieur était un enchevêtrement de câbles, de supports de munitions et de dispositifs optiques. La communication interne s'effectuait grâce à un système téléphonique à 6 canaux. Pour les communications extérieures, une radio modèle 71 TAC était installée, alimentée par un réseau électrique en 12 et 24 volts. Le blindage du T-100 était uniforme, 60 mm à l'avant, sur les côtés et à l'arrière. Les tourelles étaient simulées en acier avec un profil conique pour augmenter les chances de déviation des projectiles. Le toit de la tourelle principale avait une épaisseur de 30 mm, celui de la tourelle avant en avait 20. Le plancher du char, plus vulnérable, était renforcé par des plaques allant de 20 à 30 mm. Les différents éléments de blindage étaient assemblés par un mélange de soudure, de rivets et de boulonnage. Une trappe d'évacuation d'urgence était située sous la coque, indispensable pour un véhicule de près de 3 mètres de haut. Avec une longueur de presque 9 mètres et une largeur de 3,4 mètres, la mobilité du char semblait compromise. Pourtant, le système de suspension innovant permettait des performances étonnantes. Le train de roulement comptait 8 paires de galets par côté,
montés sur des bras oscillants à ressorts à lame, offrant une bonne adaptation au terrain. La tension des chenilles pouvait être réglée directement par le conducteur grâce à un mécanisme interne à vis. Le barbotin arrière, responsable de l'entraînement, était conçu avec des couronnes dentées interchangeables. Les chenilles, faites de patins métalliques ajourés, facilitaient le nettoyage mais restaient sensibles au blocage dans la boue. Sous la coque, le cœur du monstre, un moteur JAM 34 BT, un 12 cylindres en V issu de l'aéronautique, avec une cylindrée supérieure à 45 litres. Sa puissance atteignait 825 chevaux, alimenté par 4 réservoirs en aluminium pour un total de 1160 litres d'essence aviation. L'autonomie sur route était de 160 km et de 120 km en terrain difficile. Le système de refroidissement, à ventilation axiale, était monté à l'horizontale sur la boîte de vitesse. L'air entrait par des grilles latérales blindées et l'évacuation se faisait à l'arrière, dirigée vers les chenilles, un système efficace en hiver, mais sujet à la surchauffe en été. L'absurdité du T-Cent ne résidait pas uniquement dans sa masse ou sa complexité, mais dans la somme des compromis techniques qu'il imposait. Chaque défaut du T-35 avait été compensé, non pas par une simplification, mais par l'ajout de systèmes encore plus compliqués. Des tourelles multiples, un armement parallèle, des dispositifs électroniques fragiles, tout cela transformait le véhicule en laboratoire roulant, plus qu'en arme opérationnelle. Mais la théorie devait maintenant se confronter au réel. La guerre d'hiver, avec ses forêts glaciales, ses bunkers enterrés et ses combats rapprochés, allait devenir le théâtre d'une expérience grandeur nature pour cette machine unique. Le moment de vérité approchait. La décision d'envoyer le T-Cent en situation de combat réel ne relevait pas tant d'une logique technique que d'une urgence stratégique. La guerre d'hiver entre l'Union soviétique et la Finlande exigeait des solutions immédiates. Les chars soviétiques conventionnels, notamment le T-28 équipé d'un canon de 73,2 mm, s'étaient montrés inefficaces contre les fortifications profondément enterrées de la ligne Mannerheim. Il fallait une réponse brutale, une réponse blindée, une réponse hors norme. Le T-Cent ne fut pas envoyé immédiatement, tandis que le SMK et le KV, encore à l'état de prototype, participaient déjà aux premières opérations début décembre de l'année 1939, le T-Cent restait en atelier pour une modification cruciale. Le remplacement de son canon LDX par une pièce plus moderne, le L11. Cela impliquait aussi une adaptation de la tourelle principale. Ce n'est que vers la mi-février qu'il arriva enfin en zone de guerre, accompagné de techniciens de l'usine chargés de suivre ses performances sur le terrain. Le premier engagement documenté eut lieu le 19 décembre. Le T-Cent, aux côtés du SMK, d'un KV et de plusieurs T-28, participa à l'attaque d'une position fortifiée dans la région de Suma-Otinen. Le terrain était couvert de neige, truffé de mines, sillonné de tranchées et défendu avec une détermination farouche. Peu après avoir franchi la première ligne de défense, une charge explosive détonna sous le SMK. Le train de roulement fut arraché, la chenille brisée, l'alimentation coupée. Le géant resta figé. Le T-Cent réagit aussitôt. Il se plaça à côté du SMK, légèrement en retrait, mais formant avec le KV une sorte de rempart improvisé sous les tirs ennemis. Les projectiles anti-chars, allant de calibre de 37 à 47 mm, pleuvaient sans interruption. 7 coups directs atteignirent le T-Cent pendant cet affrontement, 2 sur les flancs, 1 sur le masque du canon, les autres sur les suspensions et les jupes latérales. Aucun ne pénétra le blindage de 60 mm. Selon les témoignages, chaque impact ressemblait à un coup de masse contre une cloche d'acier, bruyant, brutal, mais sans conséquences réelles. La tentative de remorquer le SMK débuta rapidement. Des câbles furent attachés et le T-Cent fit plusieurs essais en marche arrière pour sortir le véhicule blessé du cratère. Mais la neige, combinée à l'état du terrain et aux dégâts structurels du SMK, rendit l'opération impossible. Malgré cela, les membres de l'équipage du SMK furent évacués avec succès, rampant sous le feu jusqu'au T-Cent, protégé par sa carcasse de métal. C'est à ce moment-là qu'un problème technique surgit. Le moteur du T-Cent s'arrêta brutalement. En cause, une bague filetée cassée sur le système d'allumage magnétique. Un minuscule composant, mais essentiel. Heureusement, le conducteur, également technicien, parvint à faire redémarrer le moteur grâce à l'unité d'allumage de secours.
le monstre d'acier revint à la vie dans un nuage de vapeur glacée. Après ce combat, le T-Cent fut temporairement retiré pour inspection. Les réparations concernèrent principalement l'allumage, le système électrique secondaire et quelques joints. Le 18 février, il était de retour au front, intégré à la 20e brigade de chars, qui devint ensuite la première. Durant cette période, il participa à plusieurs assauts contre des bunkers finlandais, se déplaçant dans des conditions extrêmes, jour et nuit, par des températures dépassant les 40 degrés en dessous de zéro. De la fin février à la mi-mars, le T-Cent parcourut 155 km en zone de combat. Il encaissa 14 impacts supplémentaires, cette fois sur les trappes de tourelle, les côtés du châssis et l'anneau de tourelle principal. Mais encore une fois, aucun projectile ne parvint à pénétrer son blindage. La conception angulaire et la solidité des plaques d'acier avaient tenu bon. Le T-Cent restait un bloc mobile d'invulnérabilité. Au 1er avril, son kilométrage total atteignait 1745 km, dont plus de 315 parcourus en conditions de guerre active. Ce chiffre, impressionnant sur le papier, cachait pourtant une réalité beaucoup moins glorieuse. La moindre panne exigeait une logistique énorme. La consommation de carburant était titanesque et les interventions mécaniques demandaient du personnel hautement qualifié, souvent absent à proximité du front. Le T-Cent s'était comporté comme promis, solide, résistant, imposant. Mais l'effort nécessaire pour le maintenir opérationnel était hors de proportion. La machine fonctionnait, mais à quel prix ? Une question que les stratèges soviétiques allaient devoir trancher très bientôt. La décision fut prise rapidement, mais non sans réflexion. Une fois la phase active de l'offensive hivernale terminée, une évidence s'imposa. Le T-Cent fonctionnait, mais avec tant de limitations que son avenir semblait scellé. Face à lui, ses concurrents, en particulier le KV à tourelle unique, s'étaient se révéler plus efficaces, plus simples et surtout bien plus réalistes à produire et à entretenir dans un contexte de guerre totale. Le contraste entre les deux véhicules était frappant. Le T-Cent nécessitait 8 membres d'équipage pour fonctionner correctement, tandis que le KV n'en demandait que 5. Cette différence impliquait une formation plus rapide, une logistique réduite et une coordination interne bien plus fluide. De plus, la tourelle unique du KV, plus basse et mieux protégée, offrait une vitesse de rotation supérieure et une meilleure réactivité face à des cibles mouvantes, notamment sur les flancs. Avec une masse dépassant 58 tonnes, le T-Cent souffrait d'un handicap logistique important. Le KV, lui, pesait environ 50 tonnes, ce qui, malgré tout, restait dans les limites de ce que les infrastructures ferroviaires et routières pouvaient supporter. Sur route, la différence de vitesse semblait faible, environ 35 km/h pour le T-Cent, 40 pour le KV. Mais en terrain accidenté, cet écart prenait une toute autre dimension. Le KV se déplaçait plus souplement, franchissait les obstacles avec plus de facilité et exigeait moins de réparations d'urgence. Mais au-delà de la mobilité, le véritable problème du T-Cent résidait dans sa philosophie de conception. L'idée de multiplier les tourelles, les armes et les directions de tir pouvait sembler séduisante en théorie. Plus de puissance, plus de couverture, plus de domination. En pratique, cela créait un cauchemar de coordination. Les deux tourelles ne partageaient ni les mêmes angles de tir, ni les mêmes optiques, ni le même système de visée. Engager une même cible avec les deux canons demandait une synchronisation presque irréaliste. Et lorsqu'une tourelle était endommagée, la moitié de la puissance de feu était instantanément perdue. La maintenance elle-même devenait un défi. Le moteur, dérivé de l'aéronautique, était certes puissant, plus de 800 chevaux, mais extrêmement sensible aux poussières, aux variations thermiques, et nécessitait un carburant spécifique rarement disponible en première ligne. Le système de refroidissement, pourtant ingénieux, se bouchait facilement sous l'effet du gel ou de la boue. Même des opérations simples, comme le changement d'une roue ou la purge du circuit de refroidissement, demandèrent du matériel spécialisé et du personnel expérimenté. Le système de suspension, constitué de bras oscillants et de ressorts à lame, bien que performant sur le papier, s'usait vite sous les charges extrêmes imposées par le poids du char. De nombreux rapports d'essai mentionnaient des fissures dans les galets, des ruptures d'axes ou des tensions anormales dans les chenilles, après seulement quelques dizaines de kilomètres en terrain difficile. L'argument décisif, cependant, fut la production. Le KV avait été conçu dès le départ pour une fabrication en série. Ses composants étaient standardisés, ses processus de montage simplifiés et son design pensé pour l'industrie de guerre. Le T-Cent, en revanche, nécessitait des pièces uniques, des ajustements à la main et des chaînes de production séparées.
Il fallait plus de temps, plus de ressources et plus de main-d'œuvre qualifiée pour assembler une seule unité. Face à cette réalité, la commission militaire, composée de représentants de l'armée rouge, d'ingénieurs et de directeurs d'usines, rendit son verdict. Le KV serait le char lourd principal pour les années à venir. Le T-Cent, quant à lui, fut retiré du front, ramené à l'usine, puis converti en plateforme d'essai pour de nouvelles armes et systèmes. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Le T-Cent, bien qu'éliminé du programme de production, laissa une empreinte durable dans les bureaux d'études. Certains éléments de son blindage furent repris sur d'autres véhicules. Son châssis servit de base à des canons automoteurs expérimentaux, et son architecture interne, aussi démesurée qu'ingénieuse, inspira certains développements dans les véhicules d'assaut lourds. En fin de compte, le T-Cent ne fut pas un échec total. Il marqua la fin d'une époque où l'on croyait que plus signifiait forcément mieux. Plus de canons, plus de tourelles, plus de complexité, tout cela n'avait pas apporté plus d'efficacité. Au contraire, c'est dans la simplification, la robustesse et la standardisation que se trouvait la vraie supériorité. Le T-Cent devint ainsi un tournant, une transition entre une ingénierie de prestige et une ingénierie de guerre, entre rêve mécanique et réalité industrielle. Une leçon d'humilité forgée dans l'acier. La carrière technique du T-Cent ne s'acheva pas avec son dernier tir sur la ligne Mannerheim. Ce qui restait, c'était un châssis d'un potentiel impressionnant, massif, puissant et construit avec une telle solidité qu'il semblait parfaitement adapté à une seconde vie. L'industrie soviétique, soumise à une pression constante, avait besoin de plateformes capables de porter des armes lourdes, et le T-Cent, avec sa structure surdimensionnée, devint une base idéale pour de nouveaux essais. La conversion la plus célèbre fut celle de l'auto-chenille Su-Saint-I. En partant du châssis du T-Cent, on enleva les deux tourelles, on allongea la superstructure et on installa un compartiment blindé fermé dans lequel fut montée une pièce d'artillerie navale, un canon B-13 de 130 mm. Ce canon, issu à l'origine des destroyers de la marine soviétique, n'était pas conçu pour le combat terrestre. Pourtant, il offrait une puissance de feu redoutable contre les fortifications et les positions retranchées. Chaque obus pesait plus de 30 kg, avec une vitesse initiale de 800 mètres par seconde, de quoi transpercer un bunker de béton en un seul coup. La Su-100X était un véritable mastodonte, plus de 10 mètres de long, presque 4 mètres de haut et un poids dépassant 60 tonnes. Ce gabarit imposa de renforcer le système de suspension, d'adapter les galets de roulement et de revoir l'équilibrage de l'ensemble. Pourtant, de nombreux éléments du T-Cent d'origine furent conservés. Le moteur d'aviation, la boîte de vitesse, le système de refroidissement axial et même les chenilles. L'espace intérieur fut réaménagé pour accueillir 6 membres d'équipage, mais restait extrêmement exigu. Lors du tir, le recul du canon naval provoquait des secousses telles que tout objet non fixé volait à travers le compartiment. La Su-100 fut effectivement construite et testée. Elle ne participa pas aux opérations de la guerre d'hiver, mais fut ensuite déployée pour la défense de Moscou, à une période critique. Théoriquement, elle pouvait détruire un bâtiment entier en un seul tir. En réalité, sa mobilité restait très limitée, son champ de vision réduit, et la logistique de munitions s'apparentait davantage à celle d'une batterie côtière qu'à un véhicule de campagne. D'autres projets furent envisagés à partir du châssis du T-Cent. Parmi eux, la Su-Saint-Z, qui devait embarquer un obusier de 152 mm modèle MDX. On conserva le plan d'une tourelle centrale, mais renforcée pour encaisser le recul. L'objectif était de créer un véhicule de soutien capable de tirer à longue distance, en appui indirect des opérations. Mais le projet n'alla jamais plus loin que les plans initiaux. Les mêmes problèmes revenaient sans cesse. Poids excessifs, coûts de production déraisonnables, maintenance impossible sur le terrain. Plus étrange encore, fut l'idée de transformer le T-Cent en char du génie. Cette version devait transporter des équipes du génie, poser des ponts légers, tracter des véhicules endommagés et servir de base mobile pour des opérations spéciales. On imagina des rampes repliables, des compartiments modulaires et même une plateforme pour le transport de charges télécommandées. Mais avec une consommation de carburant dépassant 200 litres au 100 km, le projet fut rapidement jugé irréaliste. Malgré toutes ces tentatives, l'héritage du T-Cent ne fut pas tant mécanique que conceptuel. Il incarna la fin d'une époque où la masse et la complexité étaient perçues comme des gages de puissance. Sa construction montra jusqu'où l'on pouvait pousser l'ingénierie.
mais aussi jusqu'où on pouvait s'éloigner de la réalité opérationnelle. À une époque où la guerre exigeait vitesse, production de masse et simplicité, le T-Cent apparaissait comme un vestige d'un autre monde. Et pourtant, il demeure une pièce unique dans l'histoire des blindés, non pas comme un modèle victorieux, mais comme une frontière franchie entre ambition et excès. Un géant d'acier dont la principale qualité n'était pas sa puissance de feu, mais la leçon qu'il laissa derrière lui. Une leçon forgée dans le métal et dans l'obsession de vouloir toujours plus,